De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est De quoi je mêle, l'actualité de la high-tech, vous le savez, c'est chaque vendredi sur rmc.fr version audio. 01net TV pour la version vidéo. Je suis ravi de vous retrouver en ce 16 décembre 2016 avec tout à l'heure Pascal Petitpas qui sera avec nous, notre spécialiste high-tech qui nous parlera d'un cloud personnel à la maison. Alors quelle est la différence entre un cloud personnel qu'on peut avoir à la maison et puis celui par exemple des Google, des Apple ou des Microsoft? On fera le distinguo et puis Victor Jakimovic nous rejoindra aussi avec ses coups de cœur de Noël et notamment quelques enceintes sans fil assez sympathiques, mais il n'y a pas que ça. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT avec aujourd'hui Jean-Sébastien Zanqui. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com qui nous fait l'amitié d'être là. On va s'intéresser à quelques-uns des gros sujets d'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net. Et puis Jean-Marie Portal, toujours là bien sûr. Jean-Marie, bonjour. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag, ici même présent avec un gros dossier qu'on va évoquer dans quelques instants. Ça sera le piratage. Et oui, pourquoi pirate-t-on? Qui pirate aujourd'hui des films, des séries, de la musique, etc. Quels sont les outils à notre disposition? Vous voyez que c'est un dossier complet et compliqué malgré tout parce qu'il est très facile aujourd'hui de pirater. Jean-Marie nous confirmera ça dans quelques instants. Mais pour débuter, lié évidemment à ce sujet du piratage de la sécurité, faites attention à ce nouveau Popcorn Time qui risque d'arriver, qui ne va pas vous permettre de regarder des vidéos ou des séries, mais qui en revanche va infecter votre machine. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec le site qui ressemblait et l'application qui ressemblait un petit peu à Netflix, mais qui était légal puisque c'était complètement du piratage. Ce Popcorn Time là, c'est en fait un malware qui est même un ransomware qui donc va venir quand vous l'installez sur votre machine, la chiffrer toutes vos données, vos documents, votre musique, tous les fichiers qu'il y a sur votre bureau. On croit qu'on va télécharger un logiciel anodin. Tout à fait. Sauf que là, on se fait avoir, on télécharge un truc qui va bloquer notre machine. Complètement, vous n'aurez plus accès à vos documents. Et en fait, comme tous les ransomware, ils demandent une rançon de 1 bitcoin, sachant que 1 bitcoin, quand même, le cours du bitcoin, c'est 730 €. Donc c'est quand même pas rien. Bon, jusque-là, rien de très différent de ce qui existe déjà comme ransomware, sauf que celui-ci vous propose une autre alternative, c'est-à-dire d'infecter 2 personnes au choix, au hasard. Mon Dieu, quelle horreur! Et si ces personnes-là décident de payer, votre machine, vous pouvez la utiliser à nouveau gratuitement. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est assez terrible dans le fonctionnement, puisque ça incite les gens à infecter d'autres gens. On se croirait un petit peu dans Black Mirror, quoi. Il faut qu'ils payent en fait. Alors les gens, il faut qu'ils payent, effectivement. Il faut qu'eux choisissent de payer. Ou alors qu'ils infectent deux autres personnes. Oh là là, mais c'est le système pyramidal qui Voilà. est horrible. Alors en vous fait. imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller un tel système, multiplié par 2 à chaque fois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressemble un petit peu à la série Black Mirror là, qu'on peut voir sur Netflix, l'espèce de dystopie technologique. Voilà, c'est vraiment terrible. Donc là, c'est le choix, le dilemme de se demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye ou est-ce que j'infecte je mets d'autres potes un petit peu devant le fait accompli? Ou alors aussi. vous infectez des ennemis. Pourquoi pas? Les gens qu'on n'aime pas. Voilà, c'est ça. C'est pas très sympa. Après, bon, j'espère qu'ils ne voient pas d'où vient le piratage. C'est totalement illégal d'infecter. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est assez bizarre aussi sur ce ransomware, c'est que certains ont se demandé d'où il vient et manifestement les créateurs seraient, alors ça reste évidemment à confirmer, hein, mais les créateurs se revendiquent comme étant des étudiants syriens en informatique et ils disent qu'ils font ça pour pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture et des médicaments pour la population syrienne. C'est trop mignon. Alors voilà, on sent que c'est un petit peu gros comme ficelle. Et qui croit en fait? Voilà, c'est vraiment pas de bon goût, mais en tout cas, faut faire attention à ce Popcorn Time qui n'est absolument pas l'application qu'on croit. D'ailleurs, Popcorn Time ne marche plus, je crois. Hein. Non, Popcorn Time, il y a eu beaucoup de versions. C'est un petit peu tombé en désuétude. Si, ça marche. Il y en a encore un. Toujours. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le dossier de Jean-Marie.
On enchaîne avec Uber. Uber qui visiblement protège mal ses clients et il y a pas mal de failles de sécurité. Voilà, il y avait une première alerte en 2014. Il y avait un employé qui avait dénoncé une fonctionnalité dans les outils d'administration d'Uber, une fonctionnalité qui s'appelle la God View. Donc c'est en général un classique dans les applications et dans les outils d'administration qui permet d'accéder à toutes les données d'une application, d'une base de données, etc. Seulement cette fonctionnalité était manifestement accessible à tous les employés d'Uber. Donc Uber pouvait tout simplement voir... espionner tout le monde en fait, tous les déplacements toutes les données privées de tout le monde, pas seulement les déplacements, mais aussi les cartes de crédit, les adresses mail, les adresses postales. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de terrible. Et manifestement, cet employé passe justement devant le tribunal puisqu'il s'est fait licencier par Uber. Manifestement, pas pour cette raison-là, mais lui plaide justement un licenciement abusif. Uber dénie évidemment complètement les accusations, mais pourtant son témoignage est corroboré par d'autres témoignages d'employés. Et ces employés-là disent oui, alors Uber a dit qu'ils ont pris des dispositions pour ne pas qu'on accède à ces données-là, mais en fait ces dispositions-là, c'est pas du tout un chiffrement des données ou un empêchement d'aller les consulter. C'est juste un petit pop-up qui s'affiche avant qu'on aille consulter ces données, qui dit attention, ce sont des données confidentielles, ne faites pas n'importe quoi avec. Ah oui, c'est comme sur les sites. Avez-vous plus de 18 ans? Voilà. Oui ou non? C'est ça, c'est exactement ça. Non. Donc en fait, n'importe quel employé manifestement peut encore accéder à ces données avec seulement ce petit pop-up d'avertissement qui dit seulement bon, faites attention, c'est pas vos données. Attention, ce n'est pas ta carte bancaire. Voilà. Mais le problème, c'est que certains en interne disent les gens l'utilisent pour aller espionner des célébrités, des hommes politiques, mais aussi ses ex-petits amis, savoir qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils peuvent traîner, avec qui ils peuvent partager les courses. Voilà, donc c'est assez terrible. Donc le procès est en cours et on va voir ce que ça va donner. Enfin bon, il ne faut pas arrêter d'utiliser Uber, de toute façon c'est trop tard, ils vont nous donner. Enfin, c'est pas une obligation non plus d'utiliser Uber. Non, il y a d'autres moyens, bien sûr, y compris le taxi. Ou le vélo. Le taxi, et puis il y a d'autres concurrents d'Uber en France notamment, qui sont très efficaces. Exactement. Et parfois même moins chers en plus. Oui. On va parler maintenant de Google et de son projet de Google Car, qui s'arrête mais sans vraiment s'arrêter. C'est ça, c'est pas trop sur quel pied danser. C'était la semaine de tous les revirements du côté de Google sur ce projet de Google Car. Donc là, on parle vraiment de la voiture autonome. Donc c'est cette petite voiture un peu ronde qui ressemblait un peu à une voiture de cartoon, qui avait que 2 places et qui n'avait ni volant ni pédale. Donc c'est vraiment le niveau ultime de la voiture autonome. Google a annoncé que ce projet-là était tout simplement arrêté. Donc on se dit d'abord, c'était le 14 décembre, on se dit tout d'abord, Google arrête complètement ses projets de voitures autonomes, c'est assez bizarre parce que ça fait quand même des années qu'ils sont sur ce projet. Oui, puis ils ont investi des milliards là-dedans. Ils ont investi des milliards là-dedans, ça faisait partie de la division qu'on appelait Google X, qui était la division des projets un peu fantasques de Google, mais en tout cas qui était de la vraie R&D. Et puis finalement, le lendemain, Alphabet, qui est donc la nouvelle maison mère de Google, annonce que toutes ces activités-là seront regroupées dans une nouvelle entité qui s'appelle Waymo. Donc c'est l'acronyme pour Waymotion ou Waymobility, qui en fait serait une structure indépendante qui va regrouper tous les efforts justement technologiques qui a été fait par Google depuis 8 ans sur les voitures autonomes. Donc c'est cette structure-là qui continuerait à bosser sur ce genre de système. En fait, c'est simplement un système de vase communicant, quoi. Un peu, voilà, tout à fait. Mais il y a quand même une différence, c'est que cette fois-ci, Google n'envisage plus de commercialiser une voiture sous son nom. En fait, ils vont vraiment travailler avec les constructeurs déjà, qui savent faire des voitures. Ils intégreront peut-être leur technologie chez les constructeurs automobiles. La stratégie semble se diriger vers ça. C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'Apple fait ça aussi. Et alors, exactement. Apple, les dernières rumeurs en date de la Silicon Valley, c'est que Apple a complètement stoppé son projet Titan. C'était le nom de code. Qui était une vraie voiture Apple. Exactement, tel qu'il était. Il y avait manifestement eu des essais sur une piste
pistes d'essai couvertes aux États-Unis, secrètes. Et manifestement, Apple ferait la même chose. Donc, ce serait une stratégie plutôt de partenariat avec des constructeurs qui savent faire des châssis, des trains roulants, des carrosseries, et pour intégrer cette technologie-là chez ces constructeurs-là. Donc, on voit quand même un revirement et on voit que chacun a quand même ses compétences et il préfère s'épauler sur les compétences de chacun plutôt que de développer une voiture depuis zéro, quoi. Oui, évidemment, c'est très compliqué. Cela dit, on voit qu'il y a des pure players qui arrivent. Tesla est parti de zéro. Et Tesla a construit un vrai véhicule. Mais manifestement, Tesla est assez en avance pour pouvoir faire peur à Apple et Google. Pourquoi pas, effectivement. En effet. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait même des rumeurs de rachat de Tesla par Apple. Même Uber, là-dessus, y arrive, puisqu'il y a déjà des taxis, des véhicules qui fonctionnent à Pittsburgh, à San Francisco. Il y a un chauffeur à l'intérieur, mais il ne touche pas le volant. Ils font les essais là-dessus. Donc, ils sont quand même bien en avance là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com. 01net Mag maintenant avec ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre. Jean-Marie Portal. Le dossier sur le piratage quand même. C'est un sujet toujours un peu compliqué. D'autant que là, si on rebondit sur l'actu avec l'arrêt de zone téléchargement, qui a provoqué quand même un gros séisme. Dans le monde. C'est très pratique parce qu'en plus, Zone Téléchargement s'est fait stopper ses activités alors que nous étions en pleine rédaction de ce dossier. Et donc était toujours off lorsque le dossier est sorti. Depuis, Zone Téléchargement a plus ou moins a priori repointé le bout de son nez. Oui, mais il paraît que ça marche. Enfin, alors moi j'ai pas testé, mais visiblement les liens sont pas bons. Alors, ça c'était la première fois, mais il y a eu une deuxième version où ça fonctionne. Maintenant ça remarche en fait. Tout à fait. Donc en fait c'est comme si il s'était rien passé. Il s'était rien passé quoi. Voilà. Oui. Pas tout à fait parce que c'est pas exactement le même contenu pour avoir été investigué. Voilà, pas exactement le même. On retrouve pas l'intégralité du contenu de la version précédente. Et puis par ailleurs, on ne sait pas trop qui est derrière. Est-ce que c'est vraiment des gens qui faisaient partie de l'équipe du site initial ou pas? Enfin bon, il y a un tas de questions. Ça a été un gros séisme quand même dans le monde. Ça a été un gros séisme. En tout cas, du piratage français, on va dire. Ça a été un gros séisme, mais on peut imaginer que la police ayant déjà fait tomber le site une fois, là, ils vont pas vraiment apprécier de voir le site remonter comme ça et que. Oui, ça va pas durer en fait. Difficile à pronostiquer, ils peuvent jouer à cache-cache comme d'autres sites, The Pirate Bay, KeyCastTorrent, qui ferme, qui rouvre, T411. Il y a un petit jeu du chat et de la souris comme ça pour ce type de site qui peut durer assez longtemps. Des gros portails, le site C'est pas bien. C'est un gros portail aussi de films et de séries. Exactement. Alors, vous avez pris quel angle en fait pour ce sujet? Parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, pratiquement tout le monde téléchargé comme ça. C'est-à-dire qu'en France, on est 47 millions d'internautes. Quand on regarde les statistiques de Médiamétrie sur les dernières statistiques en date de Médiamétrie sur le piratage, ils nous disent, grosso modo, il y aurait 14 millions d'internautes français qui pirateraient. C'est quand même beaucoup. Sauf que, quand on commence à regarder un petit peu en profondeur leur mode de décompte, ils n'ont comptabilisé que les gens qui allaient sur des plateformes de téléchargement illégal, au moins une fois par mois, depuis leur ordinateur et pas depuis leur smartphone. Donc, déjà, ça commence à écrémer pas mal de monde parce que du téléchargement illégal, du streaming, on peut le faire directement depuis son smartphone. Donc, ça veut dire que déjà, on rajoute un certain nombre d'internautes. Le téléchargement illégal, ça concerne aussi des plateformes légales. Vous allez sur YouTube, vous faites une recherche avec Google sur YouTube, vous trouvez Les Tontons Flingueurs en intégrale, Seul sur Mars, disponible en intégrale sur YouTube. Que je vous l'annonce. Dans les recoins de YouTube, on trouve parfois des films. Ah, mais dans les recoins, dans les recoins, vous n'avez même pas besoin de chercher dans les recoins. Vous tapez, film complet dans Google. C'est même pas YouTube. C'est même pas YouTube qui valide ça. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui postent des films et YouTube n'arrive pas à détecter. Tant que personne ne signale à YouTube, vu le contenu qu'il y a, vu la somme de vidéos qu'héberge YouTube, tant que personne ne vient dire à YouTube, là, il y a un problème de violation de droit d'auteur, la vidéo peut rester en ligne comme ça. C'est bizarre que YouTube n'ait pas des outils quand même. Ils ont un algorithme pour la musique, pour la vidéo, c'est plus compliqué, je pense. Pour la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, alors ceci dit, effectivement, à la décharge des gens qui téléchargent illégalement, on va dire qu'aujourd'hui, quand on veut regarder une série ou des séries légalement, on a vite fait de casser sa tirelire. Parce que si vous voulez regarder Westworld, The Walking Dead, The Crown, à la fin, vous vous retrouvez avec un abonnement à OCS, un abonnement à SFR Play, un abonnement à Canal.
Un abonnement à Netflix, moi j'ai fait le calcul, grosso modo, ça vous revient à un peu plus d'une soixantaine d'euros par mois. On est ruiné. On n'est pas ruiné, mais enfin 60 euros par mois, c'est un vrai budget. Ça commence à faire un gros budget. Et c'est vrai que du coup le téléchargement est un peu rentré dans les mœurs. Et concerne tout le monde. Quand on regarde le profil des gens qui téléchargent, en fait, on s'aperçoit que ça va de 7 à 77 ans. Même les retraités téléchargent illégalement, les ados téléchargent illégalement. Mais sans le savoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites de streaming, on ne sait même pas, ils sont tellement bien faits. Bon, alors il y a des pop-up à droite à gauche, mais bon, on regarde un film, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ah non, mais pire que ça, c'est qu'on pourrait se dire le téléchargement illégal, ça concerne surtout les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un Netflix, etc. Quand on regarde la typologie des gens, on s'aperçoit que ceux qui les téléchargent le plus, finalement, c'est pas les gens qui touchent les revenus les plus bas. D'accord. Donc c'est un mode de consommation. C'est vraiment, c'est devenu quelque chose de normal. Alors c'est pas bien. Mais dans les faits, on a l'impression que c'est devenu vraiment une pratique illégale, mais devenue une sorte de norme sociale. Donc voilà, tout le monde télécharge. Et tout le monde télécharge d'autant plus qu'aujourd'hui, les outils sont de plus en plus faciles à utiliser. À une époque, il y avait le peer-to-peer. Alors le peer-to-peer, il fallait télécharger un logiciel torrent, donc le geek s'en sortait très très bien. Madame Michu, un petit peu moins, Monsieur Michu. Non, mais puis un peu moins. En plus, on passait sur les radars d'Adopi avec le peer-to-peer. Oui. Et c'est ça. Oui, alors... C'est ça le problème, c'est qu'on pouvait recevoir très rapidement des lettres. Non, justement, parce que les geeks, eux, savent très bien qu'ils utilisent dans ce cas-là un VPN avec ça, ou mais il y a d'autres solutions. Pas tous. Et moi, j'ai plein de potes qui téléchargeaient en peer-to-peer, et qui, je vais pas les citer là, bien sûr, mais qui ont reçu, sans le savoir, sans savoir qu'ils téléchargeaient et qu'il fallait mettre des protections, qui ont reçu des lettres. Oui, parce qu'il y a deux modes de piratage qui passent au travers des mailles du filet de l'Adopi. C'est le téléchargement direct et le streaming. Voilà. Pourquoi ? Parce que comment Adopi fait pour détecter les pirates sur le peer-to-peer ? Vu que tout le monde partage tout sur un grand réseau, c'est tous les ordinateurs qui se parlent, il suffit de s'inviter sur ce réseau, de se mettre soi-même à partager du contenu et puis de repérer qui vient piocher sur votre ordinateur tête bulletin, mais puis vous récupérez l'adresse IP et vous, du coup, vous savez que monsieur Michu télécharge illégalement, vous pouvez lui envoyer un petit courrier. Par contre, quand vous êtes en téléchargement direct, c'est votre ordinateur qui va communiquer directement avec un serveur, ça se passe entre lui et vous, vous téléchargez un contenu, à moins d'intercepter la communication, ce qui n'est pas autorisé. On peut pas, vous êtes tranquille. Et c'est pareil avec le streaming. En plus, avec une autre subtilité du droit français et européen, c'est que le fait de regarder en streaming n'est pas considéré comme une violation du droit d'auteur. Ah oui, donc juridiquement parlant, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, le téléchargement direct et le streaming ont rendu finalement le piratage d'autant plus facile. Et quand on regarde la typologie des gens qui téléchargent, les femmes regardent plus en streaming que les hommes. D'accord. Bah oui. Voilà. Et puis après, donc on s'est intéressé à savoir qui mettait du contenu en ligne. Et en fait, on s'aperçoit très vite que c'est un peu monsieur et madame tout le monde, comme pour ceux qui consomment. Parce que quand on est en peer-to-peer, forcément, pour consommer, il faut partager. Donc à partir du moment où on télécharge un film, on le sait peut-être pas, mais on va le repartager en fait. Alors, en peer-to-peer, oui, forcément. Bien sûr. Et après, les gens qui téléchargent, eux, illégalement, j'ai téléchargé la première saison de Westworld, je l'ai, je te la mets sur un disque dur, je te la repasse, parce que ça aussi, en fait, ça échappe aux statistiques de médiamétrie. Bien sûr, c'est des échanges entre particuliers, exactement. Privés, on va dire. Alors, ceci dit, petit bémol, rendons à César ce qui appartient à César, Médiamétrie reconnaît elle-même que ces statistiques sont sous-évaluées. Simplement, dans cette étude-là, ils ont déjà voulu sensibiliser les pouvoirs publics sur ces sites de téléchargement illégal. Très bien. Dossier complet. Oui. Qui n'est pas un mode d'emploi du téléchargement illégal. Non. Il ne faut pas le lire. D'ailleurs, on fait un petit rappel à la loi dedans. Ça peut vous coûter quand même un petit peu cher. Voilà. Surtout si vous mettez du contenu en ligne. Oui. Voilà, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est pas trop consulter et consommer des contenus. C'est de les mettre en ligne. C'est ça. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci, dossier François. complet dans le 01net Mag qui est ici, les amis. Voilà, scène lecture pendant ces fêtes. Jean-Sébastien, à très vite. À très vite. Bonne fête à vous toutes et à vous tous, à tous les deux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Marie Portal. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.